En tous les cas, je voulais présenter Aurélie Comos, qui est médecin généraliste dans notre service et qui apporte toute la polyvalence dont on a besoin pour les patients qu'on a. On va présenter effectivement ce topo à deux et essayer de se simplifier au maximum l'insuffisance cardiaque pour que justement le patient notamment puisse intégrer les informations et participer en plein à la prise en charge de sa maladie. Alors, quelques chiffres sur l'insuffisance cardiaque. Ça représente quand même près d'1,5 million de patients en France, avec 120 000 nouveaux cas par an. C'est une maladie au pronostic sévère, puisqu'il y a plus de 70 000 décès par an, avec un âge moyen de survenue d'un peu plus de 73 ans. Et on a un triste record, c'est qu'on a la plus grande prévalence des départements de France, avec 325 cas pour 100 000 habitants à La Réunion. Donc c'est vraiment un phénomène qui nous concerne en plein. En 2 mots de physiopathologie sur l'insuffisance cardiaque, c'est très complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous savez que le cœur a une interaction importante avec le rein, et donc ça va activer certains systèmes neuro-hormonaux, attendez, excusez-moi, avec notamment l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, entraînant une rétention hydrosodée, une vasoconstriction, qui à terme va être délétère sur le cœur en augmentant le travail du cœur, et en augmentant la post-charge. On va également avoir une activation du système sympathique qui va être aussi une cible thérapeutique du coup, qui elle-même également augmente la vasoconstriction avec les mêmes effets néfastes sur le cœur. Le système sympathique peut être aussi à l'origine de troubles du rythme, y compris graves, avec des risques de mort subite. On peut décrire 2 grandes entités d'insuffisance cardiaque. Les insuffisances cardiaques à FEVG altéré. Classiquement, on parle de FEVG altéré quand on est inférieur à 40%, qui va avoir comme principal symptôme, en tous les cas, signe d'alerte, la dyspnée d'effort, pour faire de la dichotomie. Les décompensations cardiaques de ces patients-là sont plutôt assez progressives, avec des facteurs qu'on arrive assez bien à identifier, sur lesquels il faudra jouer pour éviter de nouvelles décompensations. Le diagnostic va se poser plutôt sur l'échographie que les marqueurs biologiques, parce qu'il y a des éléments structurels qui peuvent nous orienter. Et l'évolution naturelle de ce type de pathologie va se faire vers une dilatation ventriculaire gauche. L'anomalie fonctionnelle principale, donc c'est bien une dysfonction au niveau systolique, et les étiologies sont multiples. La première cause de dysfonction ventriculaire gauche étant la cardiopathie ischémique, mais on a évidemment les cardiopathies valvulaires, toxiques, myocardites ou primitives comme les cardiomyopathies dilatées. Une deuxième entité qui a à peu près le même type de symptômes, mais avec une physiopathologie un petit peu différente, c'est l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, donc avec un patient qui a une FEVG supérieur ou égal à 50%, qui va plutôt se présenter sous forme de décompensation cardiaque assez brutale, avec peu de facteurs prédictifs qui permettent d'équilibrer les choses. Classiquement, le BNP est élevé sur ce type de pathologie, souvent de manière chronique, mais peut être faussement rassurant au tout début d'une décompensation cardiaque quand elle est assez brutale. L'anatomie habituelle cardiaque, encore une fois on est dans la caricature, mais c'est pour essayer de simplifier les choses. C'est des patients qui ont des HVG avec par exemple une cardiopathie hypertensive, ou des patients qui ont une dilatation auriculaire gauche, témoignant en fait d'une élévation des pressions intracardiaques de manière chronique. Les étiologies principales, ça va être l'hypertension artérielle, le vieillissement avec des phénomènes de fibrose intramyocardique, une rigidité artérielle, et puis les cardiopathies infiltratives. Donc on va perdre finalement en élasticité des troubles de la compliance du cœur, et ça va donner également des symptômes d'insuffisance cardiaque malgré une FEVG qui est préservée, parce que c'est le remplissage, donc la diastole, qui pose problème. Un mot sur le cœur droit, on ne va pas rentrer dans les détails là non plus, mais simplement pour rappeler que la principale cause d'insuffisance cardiaque droite, c'est l'insuffisance cardiaque gauche, tout simplement. Mais on a également d'autres éléments qui vont conduire à de l'HTAP, par exemple, avec les pathologies pulmonaires chroniques, par exemple, ou ce qu'on a vu avec l'EP, par exemple, des cœurs pulmonaires post-emboliques. Et puis il y a l'échosie idiopathique. Et puis après, il y a une 5e classe qui regroupe beaucoup de pathologies différentes que je ne détaillerai pas ici. Alors, quel pronostic ?
L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique parsemée d'épisodes aigus qui vont altérer la qualité de vie du patient avec une majoration de sa dyspnée. Il faut savoir qu'après une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il y a 45% de récidive dans l'année et qu'au niveau du pronostic, il y a 50% des patients qui seront décédés 5 ans après les premiers symptômes. Le patient est au cœur de sa pathologie, il est vraiment au cœur de sa prise en charge pour sa maladie. Son médecin traitant va être son intervenant de santé de premier recours. Il va travailler en collaboration avec le cardiologue de ville, l'hôpital, mais aussi l'équipe paramédicale qui entoure le patient, les infirmières, les kinés. Le patient, son rôle à lui, ça va être de savoir reconnaître les 4 symptômes de la décompensation cardiaque qu'on va détailler juste après. Ça va être de connaître son traitement et de connaître et appliquer les règles hygiéno-diététiques, donc la restriction sodée modérée, le sevrage du tabac, la réduction pondérale et la lutte contre la sédentarité. Les 4 symptômes de la décompensation cardiaque. Alors tout d'abord, l'essoufflement qui survient d'abord à l'effort, puis au repos. La prise de poids rapide, 2 à 3 kg par semaine, qui doivent alerter le patient. Les œdèmes des membres inférieurs. Et la fatigue, d'abord à l'effort, puis au repos. Et le registre de l'assurance maladie a montré que les patients étaient quand même peu nombreux à bien connaître leurs symptômes en cas d'insuffisance cardiaque. Le rôle du médecin traitant, ça va être d'abord l'interrogatoire et l'examen clinique du patient, y compris à chaque renouvellement d'ordonnance, pour vraiment rechercher à chaque fois les 4 symptômes de la décompensation cardiaque. Ça va être également un rôle dans l'éducation thérapeutique, dans la coordination de la prise en charge pluridisciplinaire, dans la mise en place de l'ALD insuffisance cardiaque, le suivi de la tolérance des traitements à la fois cliniques et biologiques, et aussi la recherche des signes congestifs et le traitement par les diurétiques de Lens. Le bilan biologique va permettre de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, enfin de vérifier en tout cas. Ça va être à utiliser en cas de doute sur une décompensation cardiaque et pour la surveillance biologique après chaque modification thérapeutique. On va pouvoir s'aider des BNP et du NT-proBNP qui vont pouvoir aider à définir si l'insuffisance cardiaque est improbable ou probable. Juste un mot sur le BNP d'ailleurs. Juste une petite précision, on ne peut pas l'utiliser dans le cadre des patients qui sont sous association valsartan-sacubitril, que l'Entresto, puisque ça augmente artificiellement le BNP, donc c'est bien le NT-proBNP qu'il faut doser dans ce cas-là. Le rôle du cardiologue de ville, il va être multiple évidemment, et ça va être en association avec le médecin traitant entre autres. Il a un rôle primordial dans le diagnostic, qui va souvent passer par la réalisation de l'échocardiographie. C'est lui qui va probablement donner la rythmicité du suivi cardiologique pour son patient, qui va proposer les optimisations thérapeutiques, que ce soit en augmentant des posologies et en introduisant des nouvelles thérapeutiques. Il est aussi à l'origine de la prescription des explorations complémentaires type coronographie, IRM myocardique. Tout ça doit se faire encore une fois en coordination avec les autres soignants qui rentrent dans la prise en charge. En ce qui concerne le traitement optimal, on a vu que les points principaux sur lesquels on pouvait agir, ça va être le système rénine-angiotensin avec les IEC, les ARA2, les anti-aldostérone, et puis un peu plus récemment l'association valsartan-sacubitril. On va également mettre un traitement cardioprotecteur par bêta-bloquant qu'on va titrer très progressivement. Ça va beaucoup dépendre de l'importance de la dysfonction VG. Et on va pouvoir jouer directement sur l'hypervolémie avec les diurétiques. Donc ça, c'est simplement traiter les symptômes, les signes congestifs. Et puis, vous savez, il y a cette classe qui est apparue des glyphosines, un peu remède de miracle. On a l'impression pour l'instant, en tous les cas, qui diminue les hospitalisations, la mortalité, avec des mécanismes qui sont pas tous bien compris en tous les cas, mais ça a l'air de très bien marcher, et c'est surtout que ça a changé le pronostic des patients qui avaient une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, puisque pour cela, il n'y avait pas de thérapeutique, les autres thérapeutiques n'ont jamais démontré un bénéfice réel. Il faudra parler évidemment aussi des problèmes de resynchronisation, par exemple chez les patients qui ont des blocs de branche gauche larges, et de la prévention de la mort subite, notamment dans les cardiopathies ischémiques avec dysfonction VG sévère. C'est un peu moins clair pour les dysfonctions VG sur des cardiopathies non ischémiques. En ce qui concerne l'hôpital, c'est un peu un centre de recours qui va être là pour la prise en charge des décompensations cardiaques aiguës.
L'idée, en cours d'une hospitalisation, c'est de réévaluer un peu les leviers qu'on a au niveau thérapeutique. Si on a une cardiopathie ischémique, voir si elle a progressé, s'il faut la réexplorer et comment. Construire aussi un projet thérapeutique de moyen et de long terme et évoquer, on en a déjà parlé un petit peu, mais éventuellement les assistances, transplantation, donc avoir un projet à court, moyen et long terme. Et puis quand on a fait une insuffisance cardiaque aiguë, souvent on a été obligé d'alléger au moins transitoirement les traitements médicamenteux et il faut pouvoir réintroduire ces médicaments. Et en général, c'est bien que l'hôpital puisse permettre d'initier ça parce que la surveillance est plus complète, au moins au tout début. Alors pour faire le lien entre la ville et l'hôpital, il y a plusieurs structures. Tout d'abord, l'UCETIC, l'unité de soins et d'éducation thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est des hospitalisations de jour à l'hôpital, au CHU Nord et Sud en cardiologie, avec des ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients et des consultations avec l'échographie pour surveiller l'évolution de la maladie et titrer, si besoin, les traitements. Il peut y avoir aussi la réadaptation cardiovasculaire, le PRADO, qui est un système de l'assurance maladie mis en place en sortie d'hospitalisation, avec le passage d'une infirmière à domicile pour surveiller les signes de décompensation cardiaque et coordonner la prise en charge avec notamment la prise des différents rendez-vous, et puis le maintien à domicile ou l'hospitalisation à domicile si besoin, et enfin les soins palliatifs en dernier recours. Quel suivi optimal? Alors le suivi optimal avec le médecin traitant et avec le cardiologue, il va dépendre du stade de la dyspnée du patient. Par exemple, pour un patient qui a une dyspnée NYHA2, ça va être un suivi par le médecin traitant tous les 3 mois et par le cardiologue tous les 6 mois. À partir d'un stade NYHA3, ça va être tous les 1 à 3 mois pour le médecin traitant et le cardiologue. Après une hospitalisation pour décompensation cardiaque, c'est très important que le patient voit son médecin traitant dans la semaine suivante et son cardiologue dans le mois. Simplement pour conclure rapidement, donc on est bien face à une pathologie chronique, grave, courante, avec un pronostic franchement sévère. Encore une fois, l'idée c'était de simplifier au maximum cette prise en charge, et notamment vis-à-vis du patient, pour qu'il comprenne et qu'il adhère à sa prise en charge. Donc 4 symptômes clés, EPOF, donc essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue, qui doivent l'alerter et l'amener à consulter. Encore une fois, le patient est la pierre angulaire avec son médecin traitant qui a la possibilité de voir régulièrement son patient. Et puis, l'optimisation de la prise en charge va passer par un suivi coordonné justement avec l'ensemble des intervenants médicaux et paramédicaux. Voilà, merci beaucoup.